Seuls les abonnés de plus de 15 ampères sont concernés. L'électricité augmente de 10 et 15% des détails avec David Soyou. Sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a-t-il décidé d'un ajustement moyen du prix de l'électricité limité à 9,6%. Ces propos du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie confirment les rumeurs qui faisaient état de l'augmentation du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. À partir du 1er juillet, les propriétaires d'abonnements de 15 ampères et plus, y compris les professionnels, connaîtront une augmentation de 10% de leur consommation. Ceux utilisant la moyenne tension et la haute tension verront leurs factures augmenter de 15%. Par contre, les abonnés de 5 et 10 ampères ne sont pas visés par cet ajustement tarifaire. Les abonnés épargnés représentent 89% et ceux impactés sont 412 000, soit 11% des 3 752 000 abonnés que compte la compagnie ivoirienne d'électricité. Selon Mamadou Sangafoua Koulibaly, cette mesure vise entre autres à réduire la perte d'exploitation de 76 milliards par année enregistrée dans le secteur, la détérioration de la qualité du service, la dégradation de la sécurité de l'approvisionnement en électricité et le déséquilibre financier observé, aggravé par les effets de la pandémie de Covid-19 et du yo-yo entre la Russie et l'Ukraine. Selon les observateurs, si la guerre entre l'Ukraine et la Russie perdure, les abonnés épargnés par la mesure pourraient être touchés par l'ajustement en hausse du coût de l'électricité. Alors, messieurs, je vous reçois avec beaucoup de plaisir. Et ce que l'on peut dire, en commençant par vous, Lansine Bakayoko, c'est que c'était attendu. Oui, effectivement, ce réajustement tarifaire était attendu, vu que le secteur de l'électricité était en déséquilibre financier vraiment abyssal. Vous avez entendu, pour la seule année de 2023, c'était près de 161 milliards de francs CFA qui ont été perdus dans les mailles d'exploitation. Et ce déficit était devenu chronique, de telle sorte que le secteur était désormais en train de trembler. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la société qui permet de recouvrer les factures, la société publique, n'était plus en situation d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir payer les producteurs traditionnels d'énergie. C'est-à-dire qu'il y avait aujourd'hui près de 6 à 8 mois d'arrêt de salaire par rapport aux sociétés productrices d'énergie qui n'étaient plus en capacité de produire. Donc, s'il n'y avait pas eu de réajustement, le secteur entier allait s'effondrer. Et il faut savoir aussi que le gouvernement a fait quand même preuve de résilience aussi, puisque dans la plupart des pays limitrophes comme lointains, je parle du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana tout près, de l'Afrique du Sud, et bien au-delà. Et tous ces pays-là ont été obligés de procéder à des augmentations, au niveau de la population. Ça dit qu'ils ont demandé une contribution beaucoup plus importante par rapport à la population. Mais la Côte d'Ivoire est restée quand même dans une fourchette, on va dire, moyenne de 9,6%. J'ajoute que c'est quand même... C'est vrai, il y a une augmentation, mais le gouvernement a quand même réussi à épargner la majorité des populations, puisqu'on parle de 89% de la population qui ne sont pas concernées, même si on peut imaginer qu'il y aura une petite répercussion on en parlera tout à l'heure. Les producteurs. Oui. Je voudrais terminer pour dire qu'il y avait des études qui avaient été réalisées qui demandaient qu'il fallait un réajustement beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'il fallait un relèvement de taux de 40%. Le gouvernement n'a pas accédé à cette demande des producteurs d'énergie parce qu'il a voulu garder ses prérogatives gouvernementales et aider les populations. Donc nous sommes restés autour de 15%, mais en moyenne de 9,5%. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut soulager aujourd'hui les populations. Votre avis, Alafi Wakili? Bon, il a donné les causes. Je pense qu'elles sont connues, sont les mêmes. Ce qu'il faut espérer, c'est la capacité à atténuer les effets et les impacts au niveau de 400 000 abonnés qui sont concernés, c'est-à-dire les 11%. Si on regarde, ça fait à peu près 400 000 abonnés, 400 000 foyers.
sur l'ensemble du territoire, en plus des gros clients et des industriels. Donc, il faut souhaiter que les effets soient maîtrisés et puis permettre aussi que ce soit une opportunité pour réfléchir à un certain nombre de modalités, de mécanismes dont nous aurons l'occasion de parler, voir dans quelle mesure faire en sorte que les consommateurs ne sentent pas davantage. Par exemple, je réfléchissais pour voir si cette situation pourrait être une opportunité avec l'ANARE et les autres acteurs du secteur pour voir le cycle de la facturation. L'on nous dit, par exemple, que ça démarre le 1er juillet. Cela signifie qu'on consomme actuellement jusqu'à la fin de juin sur la base des anciens tarifs. Maintenant, lorsque la facture de chacun va arriver, ceux dont les factures arrivent à échéance en juin, il n'y a pas de problème, on fait le calcul début juillet, on arrête leur compte le 30 juin. Ils sont sous l'ancien régime. Maintenant, si ta facture doit arriver le 25 juillet, alors que tu as une partie de consommation d'avant augmentation, bon, est-ce que les uns et les autres, l'ANARE peut s'assurer auprès de la CUE de la vigilance pour savoir que les deux types de facturation ont été pris en compte et que la consommation qui a eu lieu en juin ne subira pas l'augmentation qui est intervenue à partir du 1er juillet. Donc, ce sont là les préoccupations que nous pouvons exprimer au niveau des mesures à prendre pour atténuer l'impact et en attendant d'aborder d'autres aspects. Docteur Amidou Touré. Oui, j'abonde dans le même sens que mes prédécesseurs. On avait déjà lu, on s'en doutait, on avait déjà lu ici et là qu'on recevrait des factures avec une augmentation de 20%. Et on s'attendait, on s'est dit, si c'est un secteur qui est sinistré, avec un sous-équipement dont on n'en parle plus, cela voudrait dire que l'État ou le gouvernement avait à pleine mesure des difficultés et qui étaient inhérentes donc à la situation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Donc on s'attendait plus ou moins à une augmentation. On n'est pas tellement surpris de cette augmentation. Et c'est vous dire que si l'État a tout fait pour qu'il y ait une augmentation maintenant, cela veut dire que c'est vital. Et Sylvain Debaï-Vous? Oui, moi je dirais plutôt que toutes les fois qu'on parle là d'une augmentation dans un secteur, c'est certainement pas une bonne nouvelle. Et cette augmentation, parce qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent, dans votre reportage, il s'est bien agi d'augmentation et non pas d'ajustement. Il y a une nuance. Donc, je reprends pour dire que chaque fois qu'il y aura augmentation, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour nos populations, pour les consommateurs. L'ANSINE a donné les causes, les raisons pour lesquelles nous devons aller à cette augmentation, les raisons pour lesquelles les plus riches, enfin, en matière de consommation, doivent payer un peu plus cher que les populations économiquement faibles. Mais il y a une situation qu'il faudrait quand même analyser parce que ce n'est pas le premier ajustement, pour employer le terme du gouvernement, ce n'est pas le premier ajustement qui intervient dans ce secteur. Je rappelle que déjà en 2012, le secteur avait été frappé par un ajustement. En 2015, également, sous le ministre Adama Tounkara, il y avait déjà eu également un ajustement, mais à ce moment-là, effectivement, on nous parlait de déficit et qu'on demandait un effort aux populations pour que ce déficit-là soit comblé un tant soit peu. Et donc, pour moi, c'est une surprise qu'on arrive en 2023 avec encore, dans le même secteur de l'électricité, un nouvel ajustement pour encore combler un déficit. Lequel? Qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et 2023? Pourquoi on en arrive là? Moi, je dirais tout de suite que très souvent, il faut en finir quelquefois, et là je le dis avec les politiques de subvention. Voilà, parce que quand on subventionne, ça veut dire que dans le secteur, il y a un problème, on ne vend pas au prix réel. C'est-à-dire le prix réel aurait peut-être pu être élevé si on vendait au prix réel. Et le gouvernement intervient pour pouvoir atténuer un peu les choses. Et donc, on vend en dessous. Déjà, en 2015, le kilowattheure, c'était 65 francs.
et le coût de revient, c'était 76 francs. On arrive en 2023, le prix de vente 73 francs le kilowattheure et le coût de revient 89 francs. Donc vous voyez, on est toujours dans une situation où on vend toujours en dessous. Et vous voyez, entre 2015 et 2023, le coût moyen et le prix moyen de vente a augmenté. Donc, on est à mesure de se demander, avec toutes les mesures qui avaient été prises en 2015, pourquoi on arrive à une telle augmentation. Je crois qu'on fera le débat tout à l'heure, mais c'est vraiment ce que je voulais poser comme diagnostic, avant qu'on envisage... Et si vous devez répondre à la question que vous-même vous avez posée tout à l'heure, ce serait quoi? Pourquoi, hier, aujourd'hui? Oui, quand on regarde le fonctionnement de ce secteur, c'est vrai qu'il y a le régulateur en arrêt, qui, selon votre reportage, a constaté qu'il y avait un déséquilibre et donc qu'il faut faire un ajustement. Moi, ça ne me semble pas convaincant. Ça ne me semble pas convaincant. Je pense que c'est vrai qu'il y a certainement eu de gros investissements qui ont été faits dans le secteur de l'électricité, mais est-ce que ces investissements-là ont été efficaces? Parce que en fin de compte, on arrive à une situation où les consommateurs vont encore payer un peu plus. Vous comprenez? Donc, alors, pour peut-être vous résumer, votre point de vue, c'est qu'en principe, on ne devait pas avoir d'augmentation, c'est ça? On ne devait pas avoir d'augmentation. Si on est parti de 2015 avec une situation d'ajustement, on devrait maintenant se demander, être en train de faire le bilan de cet ajustement qu'il y a eu en 2015. On ne peut pas aller d'ajustement en ajustement dans un secteur qui est très sensible, le secteur de l'électricité, parce que si vous dites, bon, on a tendance à croire atténuer les choses, à utiliser du pessimisme et de l'euphémisme en disant que c'est peut-être 11% des consommateurs qui sont concernés, mais les 11%, ce sont les grosses fortunes, ce sont les gros consommateurs, ce sont les industriels. Est-ce qu'on peut me dire que si on a augmenté l'électricité, qui devient donc un facteur de production, si on a augmenté le kilowattheure chez les industriels, est-ce qu'on peut me convaincre que les produits manufacturés qui sortent de leurs industries, de leurs usines, ne vont pas connaître d'augmentation? Oui, justement, c'est peut-être la crainte, justement, aujourd'hui, la répercussion de façon, disons-le ainsi, indirecte sur le coût de la vie. Lansine Bakayoko, est-ce qu'il faut s'attendre à cela? Oui, forcément, il va avoir un certain impact, c'est-à-dire sur les produits de consommation, les produits manufacturés. Mais je pense que l'État est là pour empêcher qu'il y ait de la surenchère sur ces produits. Parce que la tendance au niveau des usines ou des hommes d'affaires, c'est de profiter des situations comme celle-là pour pouvoir faire de la surenchère au niveau du marché. Mais je pense que l'État a des mécanismes aujourd'hui pour empêcher que les gens ne perçoivent plus qu'il en faut. Mais ce que je vais dire, pour répondre un peu à Debailly, c'est que dans ce secteur, il y avait un retard d'investissement énorme. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire, il y a une progression. La demande aujourd'hui d'énergie, c'est 7,1% par an. C'est-à-dire chaque année, la demande croît de 7,1%. Et la Côte d'Ivoire avait d'énormes retards pour pouvoir combler, disons, cette forte demande-là. Il faut comprendre que déjà, il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire était à 1391 MW de production et aujourd'hui, nous sommes à 2548 MW de production. Ça veut dire que notre parc de production s'est beaucoup amélioré pour faire face à la demande. Alors, les lignes de transport, il y en avait, c'est constitué de 7484 km, dont 3000 ont été réalisés sur les 10 dernières années. Il y a aussi de la distribution, c'est 10 934 postes qui ont été construits sur ces 10 dernières années, sur 18 000 que compte la Côte d'Ivoire depuis les indépendances. Donc, ça veut dire que les ressources qui ont été collectées au titre des ajustements passés ont permis quand même de combler le retard qui est aujourd'hui effectué, puisque les équipements étaient devenus vétustes. Donc, je pense que oui, il y a eu des ajustements, mais ces ajustements ne sont pas allés dans le vent. Ces ajustements ont permis aujourd'hui de permettre à la Côte d'Ivoire, malgré quelques petits problèmes qui peuvent intervenir à cause des avaries sur les lignes de transport, mais aujourd'hui, le parc de production ivoirienne est très robuste, puisque aujourd'hui, notre capacité de consommation, en tout cas notre consommation
est de 1900 MW et la Côte d'Ivoire produit 2548 MW. Ça veut dire que nous avons une forte marge de consommation et ça répond aussi aux ambitions de la Côte d'Ivoire d'en faire un pays industriel, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de zones industrielles qui sont en train d'être créées, qui ont besoin d'être alimentées. Mais il faut admettre que les entreprises qui vont être concernées et les grands consommateurs qui vont être concernés vont chercher à répercuter, mais le salut viendra du fait que l'État fasse preuve de rigueur pour pouvoir empêcher que les gens ne perçoivent plus que de droits. Alafé Ouakili, justement, c'est peut-être l'une des craintes, disons la principale, et vous l'avez dit tout à l'heure. Faut-il peut-être s'attendre à ce que, de façon quotidienne, on ressente finalement tous au-delà des 11%? Non, le gouvernement a dit que les dispositions seront prises. Le ministre a dit que le Premier ministre a donné des instructions aux différents ministres concernés pour faire les contrôles et les vérifications, de sorte que personne ne tire prétexte de l'augmentation du tarif de l'électricité pour procéder à des augmentations qui... Voilà. Donc, il doit avoir une vigilance, le gouvernement doit regarder, doit observer. Et je crois que de façon générale, au niveau, par exemple, des transports et du coût du carburant qui monte, qui descend selon un certain nombre d'indices, un certain nombre de paramètres tous les mois, on constate que les augmentations parviennent à être jugulées. Donc, il devrait être possible de faire cela au niveau de cette augmentation de l'électricité. Il faut le souhaiter. Je le dis aussi, je voudrais rappeler qu'on a un déficit structurel. Maintenant, il faudra que l'on nous explique les causes de ce déficit-là d'année en année. C'est-à-dire, c'est vrai, le coût de la vie augmente à tous les niveaux. Le prix du kilowatt à la vente a augmenté, mais encore, il est en dessous du coût de production qui était à 73, 74, comme il a dit, et qui est à 80, 89 aujourd'hui. Donc, ça augmente, on produit et l'État subventionne déjà pour vendre moins cher. Et avec l'augmentation qui interviendra, on arrivera peut-être à peu près peut-être au niveau de la vente, pas très loin du prix d'achat par l'État. Il y aura une tentative d'équilibre, mais ça ne pourra pas réussir parce que, oui, ces 11% qui vont payer permettront d'avoir 76 milliards, alors que le déficit est de 161 milliards. Le problème, c'est que d'année en année... Attention, le déficit, c'est pour l'année 2023. C'est seulement en 2023 que nous avons eu un déficit de 160 milliards. Oui, ce que je disais, d'année en année, les déficits s'accumulent et on est arrivé à une position qui paraissait intenable. Et les années passées, le gouvernement a dû apurer, a dû intervenir, ce qui paraît difficile. Et pour cette année, un effort est demandé pour parvenir à atténuer un peu ce montant-là. Au niveau des causes, on peut dire oui, l'État subventionne, les ressources s'amenuisent et diminuent. Il faut éventuellement citer la crise Covid. Et puis aussi, il faut citer la crise en Ukraine. On peut penser que ces deux crises-là ont bon dos, mais leur impact est bien réel. Dernier point, nous avons interrogé quelques experts du BNET et puis aussi de l'ANARE pour dire pourquoi c'est maintenant, à partir du 1er juillet, que l'augmentation se ferait, en évoquant, par exemple, un risque pour le gouvernement avec les élections qui viennent. Mais on nous a répondu que c'est la meilleure période parce que c'est la saison des pluies qui va amener à consommer peut-être moins par rapport à nos réfrigérateurs, par rapport à nos climatiseurs, qui sont des équipements qui consomment beaucoup et que, donc, si chacun gère bien et regarde, à cause de la saison des pluies hautes, il y aura une baisse des consommations et avec les vacances qui arrivent et que c'était vraiment la bonne et la meilleure période parce que après, quand c'est en janvier, en fin d'année ou autre, avec les fêtes, avec un certain nombre de choses, le poids de l'augmentation allait être plus fort et que le gouvernement a choisi vraiment la meilleure période pour préparer et accompagner les populations à subir sans qu'il y ait trop d'effets. Oui, sur les effets, la vigilance du gouvernement, le ministre l'a dit, docteur Hamidou Touré, qu'est-ce qu'il faut faire justement parce que ça craint aussi au niveau de la population? Oui,
la communication du gouvernement, c'était une bonne communication politique. Il a tablé autant pour moi sur les 89% des populations. Autrement dit, ça veut dire que ces abonnés-là ne seront pas directement impactés par la tarification en hausse de 10%. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 15 ampères, ceux qui ont un ampérage de 15 et plus, c'est ceux-là qui vont payer pour les autres. Donc, il faut dire que toute augmentation aura forcément un impact négatif et direct sur la population et au fur et à mesure, la qualité de vie va prendre un coup et cela, on va le sentir. C'est vrai que l'État a dit que prendra toutes les mesures possibles pour circonscrire ces augmentations anarchiques pour éviter que les populations puissent en souffrir davantage. Mais déjà, celui qui a 15 ampères va payer au moins pour 2 ou 3 personnes au village. Autrement dit, on comprendra bien que tous ceux qui sont impactés directement ou indirectement vont subir cette augmentation. Debailly? Oui, c'est toujours le même problème. Hein. Vous savez, moi j'ai vu un peu la difficulté avec laquelle le ministre du pétrole, de l'énergie a expliqué la mesure parce que c'est une mesure qui est difficile. Et je pense qu'à l'avenir, ce qu'il faut comme solution, le président de la République l'avait annoncé, je crois, entre 2018 et 2020, c'est de permettre la concurrence dans le secteur. Je pense que c'est de là que peut venir la solution dans ce secteur-là qui accumule les déficits. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, comme l'a dit tout à l'heure Lanciné, qu'il y ait une augmentation de la production d'électricité en Côte d'Ivoire et qu'on arrive à une situation où il faut encore faire des efforts pour pouvoir augmenter les tarifs. Et puis, finalement, je me dis que c'est un secteur que contrôle régulièrement et avec attention les institutions de crédit. Je peux parler du FMI et de la Banque mondiale parce que chaque fois qu'ils viennent faire la revue économique et financière, c'est des secteurs qui regardent. C'était le cas en 2015, c'est aujourd'hui le cas. Comme il y a déficit, il faut toujours prendre des mesures difficiles, des mesures draconiennes qui vont contraindre les industriels, enfin ceux qui sont concernés, à faire aussi des anticipations. Le gouvernement dit que c'est pour rattraper peut-être 76 milliards, mais sur quelle base ce calcul-là est fait? Et puis qui dit que les 76 milliards seront atteints, qu'on ne sera pas en dessous, parce que les anticipations qui vont être faites, c'est de dire que, bon, comme ça a augmenté, le premier réflexe pour un consommateur rationnel, c'est de pouvoir diminuer sa consommation. Et ça aura forcément un impact sur l'économie chez les consommateurs, tout comme chez les producteurs, les industriels, etc. Vous allez voir que soit il va avoir encore de l'inflation. Donc ce sont des mesures qui sont difficiles. Et moi, je pense que... Pour terminer rapidement. Je pense qu'en fin de compte, nous avons peut-être en Côte d'Ivoire ici des ressources humaines pour pouvoir, qui peuvent être à même de discuter avec les bailleurs de fonds internationaux pour dire que dans ce secteur, nous aussi, nous avons nos solutions qui peuvent être originales. Il faut qu'un jour, ils acceptent aussi nos solutions parce qu'ils ne vont pas toujours être là à accepter ce qui vient de l'extérieur. Nous devons nous affirmer dans ce secteur-là. Et je crois qu'avec la réflexion, il peut y avoir des solutions endogènes. On va aller vraiment très vite. Lanciné Bakayoko demande la parole. On va lui accorder quelques 30 secondes avant d'aller au processus. Cette rhétorique, en ce qui concerne le secteur de l'électricité, cette rhétorique qui parle d'ouverture à la concurrence, moi, ça me paraît un peu chimérique, puisque en réalité, le secteur est déjà quasiment ouvert à la concurrence. Parce que les producteurs qui sont là, ce sont des producteurs, généralement des producteurs indépendants. En général, quand les gens parlent de concurrence, ils voient directement la compagnie ivoirienne d'électricité. Oui, non, pas de la distribution. Mais cette compagnie ivoirienne d'électricité, elle ne fait que la commercialisation. Elle ne fait que la commercialisation au profit de l'État. Mais vous verrez bien que les équipements, la plupart des équipements de transport notamment, appartiennent à l'État central. Ouais. Et l'État a laissé la production au secteur privé. Il n'y a pas de publicité. Les entreprises comme Agreco, Azito, Cyprel, toutes ces entreprises-là sont là
pour faire de la production, ce sont des entreprises concurrentes. Et puis, Debaï, vous avez les moyens aussi, vous, de faire l'énergie solaire, par exemple. Pourquoi pas? Mais quand vous pouvez le faire on parle de la concurrence, vous n'avez pas besoin d'attendre le gouvernement pour le faire, puisque l'énergie solaire, vous avez la capacité de l'installer chez vous. Donc, je pense que l'idée d'ouverture du secteur... Pour vous, ce n'est pas une bonne idée. Oui, mais en même temps, les plaques solaires, aujourd'hui... On a l'avis, Sylvain, l'avis sont taxés. C'est une bonne idée, mais vous savez, le secteur lourd, il coûte cher. Sinon, c'est libéralisé dans les tests, les lois, mais ça coûte cher. Et je crois que... Ça coûte cher pour l'opérateur qui arrive? Pour des gens qui vont investir. Sinon, moi, je pense que les gens ont envie de gagner de l'argent. Si c'était facile, comme on le voit dans la téléphonie, comme on le voit dans les compagnies aériennes, comme on le voit dans les data, comme on le voit peut-être dans les transferts d'argent, quelqu'un viendrait, un pingouin ou je ne sais pas quoi, un perroquet, il viendrait et puis il installerait ses compteurs, sa manière de distribuer l'électricité, et il allait casser le marché si c'était faisable, si c'était une affaire d'1 ou 2 milliards. Exactement. On appelle des gens pour venir, pour leur dire d'arriver. L'opérateur historique qui est là, il est seul, mais on en appelle, on souhaite que les gens viennent, mais est-ce que les gens sont prêts à s'investir, à mettre les capitaux qu'il faut, effectivement, cet opérateur-là n'est pas dans la production. Cet opérateur est dans la simple commercialisation. Donc, à mon avis, il n'y a pas... On peut trouver même quelqu'un qui va vouloir prendre. C'est une question de texte. Il faut adapter les tests. Ça existe, les tests, c'est possible de produire et distribuer. Si les gens ont des capitaux qui viennent, ils sont prêts à avancer sans demander des garanties de l'État, tout encore, des garanties souveraines, que c'est l'État qui cherche à aider les financements à monter. Si quelqu'un a de l'argent, il veut investir 500 000 milliards parce que ça coûte cher, ces choses-là. Les gars vont lui dérouler le tapis rouge et puis on sera heureux si ça peut faire baisser les prix. Ouais, alors, je propose d'aller en politique. Je propose d'aller en politique. Laurent Gbagbo n'est pas d'accord. Évidemment, il a fait une réclamation à la CEI pour demander sa réintégration sur la liste électorale. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu ici ce matin pour une réclamation. Comme nous sommes dans les contentieux parce qu'on n'a pas mis mon nom sur la liste électorale, prétextant que j'ai été condamné après un procès qui m'a jugé parce que j'aurais braqué la BCEAO. Je refute avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour que je n'ai aucune ombre dans mon casier judiciaire. Je dis toujours à mes enfants que je n'ai aucune fortune à leur laisser, mais que j'ai un nom à leur laisser et un nom propre. C'est ce nom-là que je laisse à ma descendance. Et je ne peux pas laisser quelqu'un souiller et salir ce nom sans me battre. Donc je me bats. Alors, Sylvain Debaï, sur cette bataille, comment vous voyez l'issue? Non, à mon avis, vous savez, il y a une cause principale. Il a bien évoqué, son nom n'est plus sur la liste électorale, et donc il se bat pour qu'il soit réintégré sur cette liste. Bon, on a mené le débat sur le plan juridique et tout. Le président de la CEI est intervenu pour expliquer à long et à large pourquoi son nom n'est pas sur la liste. Et je pense qu'en tant qu'homme politique, il ne devrait pas rester quand même les bras croisés. Et donc, il est aujourd'hui au front. Il est au front pour se faire réhabiliter. Et il n'y a que Gbagbo pour pouvoir réhabiliter Gbagbo. Comprenez? C'est pourquoi, dans le cadre du contentieux, quand bien même la sentence est déjà connue et que le président de la CEI s'est prononcé pour dire 1000 fois il va s'inscrire, 1000 fois son nom sera rejeté,
Mais il y va quand même, dans l'espoir que, même si on a épuisé les voies côté judiciaire, il y a d'autres voies qui restent à explorer, notamment la voie de la politique. Et donc, vous avez bien vu qu'en même temps qu'il est allé faire sa réclamation, la veille, il y a une délégation de son parti qui a été reçue à la primature. C'est quand même Laurent Gbagbo, c'est le président de la CEI qui le disait, ce n'est pas n'importe qui. Et je crois que dans le contexte actuel, il y a quand même un enjeu. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire... la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut faire l'économie d'une autre crise, d'une autre tension politique? Moi, je pense que oui. Avec tout ce qu'on a déjà traversé, je crois que les Ivoiriens ont besoin de sérénité pour aborder l'échéance de 2025. C'est vrai, on me dira que ce sont les lois du pays, elles doivent s'appliquer à tout le monde, mais je pourrais dire oui si on n'était pas en Côte d'Ivoire. Je pourrais dire oui si, dans ce pays, il n'y avait pas eu des situations pareilles et que nous avons réglées quand même par la volonté politique et tout. Donc, moi, je vois une issue qui sera celle qui sera à la hauteur du combat de Laurent Gbagbo qu'il est en train de mener aujourd'hui. Et avec les contacts qui sont déjà noués, moi, je crois qu'en fin de compte, il a 2 ans, hein, en fin de compte, il finira par avoir son nom sur cette liste. Est-ce que vous partagez, et ce serait de bon augure. Est-ce que vous partagez, Dr Touré, l'optimisme de Sylvain Debailly? Puisque cette histoire des radiations, il y a 2 points. Vous savez que Laurent Gbagbo a le droit de refuter carrément sa radiation. Et donc, il a également le droit de faire une autre réclamation. Mais tant que ce qui a prévalu pour que son nom ne soit pas sur la liste électorale persiste, il ne sera pas sur cette liste électorale. Mais entre-temps, puisque dès sa radiation, nous sommes rentrés dans une communication de crise avec la sortie de ses lieutenants, et nous étions donc dans l'affrontement verbal. Mais, immédiatement après, comme il a dit, il y a eu l'ouverture du dialogue politique. Donc, on sort de la polémique pour rentrer dans un cycle de confrontation. Et là, la question de sa radiation est problématisée. Et je pense que dans cette confrontation, et c'est vrai qu'il y a des antagonismes, mais ce que l'on recherche et l'enjeu, c'est de pouvoir savoir si Laurent Gbagbo pourra être inscrit sur la liste électorale. Et donc, il y a de l'espoir, puisque nous sommes sortis de l'affrontement pour entrer dans la confrontation, de sorte qu'il y a une solution, et cette solution, nous pensons que cela va permettre d'apaiser le climat électoral, va permettre d'apaiser les populations, parce que déjà ce cycle électoral, avant même qu'on rentre dans l'élection, est déjà pollué et parasité par cette histoire de radiation de Laurent Gbagbo. Alafé Wakili. Oui, il faut espérer une solution, laquelle on observe, on regarde. Moi, dans des débats avec des amis, entre amis, j'avais cru comprendre, de mon point de vue, ce que le PPACI reproche à la Commission électorale indépendante. C'est une chose simple, c'est-à-dire le PPACI a son point de vue. Le point de vue, et la CI a un point de vue qui est un point de vue de la loi, d'après ce qu'on explique. Mais le PPACI a l'impression que dans un affrontement, dans un conflit avec l'administration, la CI endosse le point de vue du gouvernement et on a l'impression que le PPACI estime que, par exemple, la CI doit considérer que le président Laurent Gbagbo a été jugé à tort par un tribunal qui ne devait pas le faire par rapport à une loi de 2005. Le président Laurent Gbagbo n'a pas braqué comme il le dit. Le président Gbagbo n'a pas eu les documents comme il le faut par rapport à sa condamnation. Le président Laurent Gbagbo, il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a demandé de le réinscrire sur la liste électorale. Donc, ces arguments que le PPACI avance, le PPACI donne l'impression de penser que la CI devait y faire droit et ne pas écrire au gouvernement pour considérer ce que le gouvernement lui donne comme information. Mais moi, je pense que ce n'est peut-être pas le rôle de la CI d'apprécier favorablement ce que le PPACI veut
et qu'il est possible, dans un débat, de s'entendre et de s'en tenir certainement aux décisions prises par la CEI en trouvant d'autres solutions pour régler cette situation. Je termine en disant que, puisque le dialogue a été amorcé, avait été initié, maintenant, oui, à la primature haute, mais puisque dans un contexte difficile, le président Gbagbo était arrivé au pays il y a 2 ans, on a vu qu'il y a eu des tensions, son arrivée, après il y a eu des rencontres, on nous fait savoir que régulièrement il parle avec le président Ouattara. Je me dis que peut-être que par anticipation, au-delà du dialogue politique, en dehors du dialogue politique, où la question a été évoquée d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il n'était pas possible que dans leurs échanges, ils puissent aborder la question pour échanger leurs sentiments, leurs impressions sur la question, ou bien les deux ont considéré qu'il faut laisser les institutions faire leur travail, et puis ils n'ont pas abordé ça à deux, entre 4 yeux, parler franchement, chacun dit ce qu'il pense, et puis s'ils ne l'ont pas fait, bon, voici, ça est sur la place publique. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce problème qui n'est pas nouveau, qui est un problème de 2020 qui ressurgit, mais il faut souhaiter que la bonne solution soit trouvée. Lansine Bakayoko. Moi, j'ai écouté Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, et j'ai eu l'impression qu'il était en train de refaire le procès. Le procès est terminé. Il faut que ça se soit su. Ça dit que la décision, la condamnation est déjà actée. Donc, le procès est terminé. Il faut maintenant, je pense que le PPACI doit privilégier, non pas le dos rond que je vois, mais privilégier le dialogue. Et je pense que ce qui s'est passé à la primature est une bonne amorce. Il faut considérer que la décision de condamnation est désormais sans recours. Et privilégier les autres options qui s'offrent au PPACI, notamment les options d'ordre politique. Et je ne pense pas que cette manière de nier la décision de la justice ivoirienne pourra faire avancer les choses. Mais cette décision même, mais elle n'existe plus. Non. Elle n'existe plus. Non. Nous ne vivons que les conséquences de la décision qui avait été prise. Oui, mais je veux dire que cette décision... Dès lors qu'une mesure de grâce est intervenue, la décision c'est fini, on n'en parle plus. Mais ce sont les conséquences... On ne parle plus de la décision, mais vous-même vous dites... Donc il ne faut pas raisonner comme si Laurent Gbagbo était toujours... sous l'emprise de cette décision, sous les 20 ans. C'est terminé. Le président a gracié Laurent Gbagbo. Bon, okay. Voilà. Oui, mais il ne faut pas m'embrouiller. Il faut comprendre que la grâce est différente de l'amnistie. Et qu'il y a eu grâce, oui, ça veut dire que l'action publique est éteinte, mais les conséquences de cette décision existent. Mais ce sont les conséquences de cette décision que nous sommes en train de vivre. Quand on raisonne, quand on dit qu'il est condamné... la radiation. S'il te plaît, dont l'une est la radiation. Donc, il faut que les uns et les autres considèrent que cette décision judiciaire, elle est définitive et qu'il faut passer à autre chose. C'est-à-dire, autre chose, il y a plusieurs options qui s'offrent. Il y a la loi d'amnistie qui peut être demandée, qui peut être prise. Le PPACI a des députés, le PPACI a des alliés. Ils peuvent introduire une proposition de loi pour pouvoir avoir l'amnistie. Ils peuvent aussi solliciter l'article 73. L'article 48 qui est devenu l'article 73 de la Constitution qui permet au chef de l'État de prendre des mesures exceptionnelles pour réintégrer le président Laurent Gbagbo. Moi, je pense que ce sont ces voies-là qu'il faut privilégier. Nous ne sommes plus au procès, il est terminé. Il faut cesser de nier la décision de justice qui existe. Il faut cesser de dire aux populations que la grâce signifie que les effets de la décision de justice n'existent plus. Pour que les effets n'existent plus, il faut que ce soit une loi d'amnistie. Ça, il faut que ce soit très clair. Il faut l'expliquer aux militants, il faut l'expliquer aux populations. Aujourd'hui, rentrons dans un processus politique. Ce processus politique a commencé au niveau de la primature. Il faut le poursuivre pour qu'on puisse aboutir. Il faut cesser les invectives, il faut cesser de faire le dos rond. Ça va braquer les positions et ça va radicaliser ceux qui ont le pouvoir de prendre les décisions exceptionnelles pour que le président Laurent Gbagbo soit intégré. Et cette décision de réintégration de Laurent Gbagbo, moi je la souhaite. Je la souhaite fortement. Je souhaite que Laurent Gbagbo soit réintégré. Il faut que le jeu politique soit ouvert. Moi, ça c'est mon souhait. Je suis toujours opposé à l'exclusion. Il faut que tout le monde soit sur la ligne de départ pour que
l'élection soit démocratique. Ça, c'est mon souhait. Mais j'ai dit, il faut engager un processus politique pour pouvoir aboutir à cette solution. Ce que je note dans tout ce débat de part et d'autre, c'est que tout le monde souhaite une solution, tout le monde souhaite qu'il soit celui-là. Et il vient de donner une piste qui n'a pas souvent été évoquée, l'article 73 et ex-article 48. Si jamais le président de la République consent à utiliser cette voie avec la consultation du Conseil constitutionnel, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, il fait une déclaration, mais ça pourrait peut-être conduire à réintroduire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, mais ça ne vaut pas amnistie. Et puis la sanction, la condamnation resterait toujours. Ça peut être un début de solution, mais ça ne règle pas tout le problème. Et la formule aujourd'hui, c'est, dit-on, l'amnistie. Mais d'après nos informations, sauf vraiment urgence, je crois que l'option qui est privilégiée est une proposition de loi. C'est-à-dire que non seulement, sauf vraiment un accord, vraiment, je ne sais pas lié à quoi, le président de la République n'a pas envie de prendre une ordonnance et le gouvernement n'a pas envie de faire un projet de loi. L'idéal serait peut-être que ce soit une proposition de loi, mais là, il y a déjà, lui il a parlé de 2025, mais là on a le contentieux qui finit. Je ne sais pas si pour la période actuelle une solution peut être trouvée. Voilà. Oui, je voulais ajouter. Docteur, j'abonde dans le même sens que les deux autres. Il faut une solution. Parce que nous avons constaté que chaque fois qu'il y a élection en Côte d'Ivoire, il y a une poussée de fièvre. Et cela rentre dans tous les foyers, partout où on passe. Les Ivoiriens sont un peu fatigués de cette situation délétère. Et donc, il faut trouver, et comme le disait Alafé et tout, il faut trouver une solution. Et la solution ne peut être qu'une solution politique, que ce soit une ordonnance, et que ce soit un projet de loi. Toujours est-il qu'il faut qu'on finisse avec ce contentieux-là, pour une fois pour toutes, et qu'on aille à des élections plus apaisées, qu'on ait un cycle électoral plus apaisé, pour ne pas qu'on pense qu'à chaque fois que la CEI pose un acte, c'est à la faveur du parti au pouvoir. Là, cette même CEI, vraiment, je ne sais pas, ici, les partis politiques qui y sont, bon, enfin, quand ils rentrent, déjà, ils parlent, est-ce qu'ils font un compte rendu, quand même, à leur base, pour comprendre que... Ils deviennent indépendants de leur parti. Ils deviennent indépendants, mais ils sont mandatés tout de même. À un moment donné, il faut... ils sont proposés. Ils sont proposés. Donc, ils sont proposés. Il faut qu'on comprenne un peu qu'il y a ce jeu pour éviter de nous emballer. J'ai l'impression que 2011 ou 2010 n'a pas servi de leçon à la Côte d'Ivoire. On reprend toujours dans la même situation. Il faut trouver une solution pour pouvoir nous apaiser. Et est-ce que justement on peut dire qu'il y a quand même un début de solution avec cette rencontre à la primature, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement et cette délégation du PPACI qui est venue rencontrer le chef du gouvernement? Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de détails, mais c'est peut-être aussi un bon début, non, Sylvain? Oui, vous savez, on est en Côte d'Ivoire, on aime bien nos petites palabres, mais la nuit venue, il y a quand même des contacts ici et là. Vous savez, tous ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, ils ne sont pas étrangers à Laurent Gbagbo. Le président Ouattara, le Premier ministre, vous savez que le Premier ministre même fut son ministre des infrastructures économiques. C'est des personnes qui se connaissent. Mais comme nous sommes sur le terrain politique, il y a quand même des coups qu'on donne. On parlera de coups tout à l'heure quand on va arriver sur la politique américaine. Ça, c'est notre dada ça, en Côte d'Ivoire. On aime bien ça. Mais vers la fin, on finit par trouver la bonne solution. Et je pense que nous allons y arriver. Parce qu'on n'a pas intérêt à arriver en 2025 avec encore une tension qui va amener nos populations même à emprunter les chemins de l'exil avant même l'échéance. Je crois qu'on ne peut plus souhaiter ça en Côte d'Ivoire ici. C'est pour ça que, vous avez vu tout à l'heure, mon cher ami Lassine Bakayoko le disait tout à l'heure, lui il souhaite que Laurent Gbagbo soit réintégré sur la liste parce qu'il est contre tout ce qui est exclusion. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. Et quand on fait l'ensemble de tous ceux qui sont pour une telle solution, je pense que c'est l'ensemble des Ivoiriens. Et je pense que petit à petit, nous irons vers ça. Patrick Hachi, c'est un homme assez modéré. Je crois qu'il a cette élégance de savoir parler, de savoir convaincre les gens. Et avec lui, moi, j'ai bon espoir
on finira par trouver le bon tempo. Toutefois, ce que je voudrais ajouter pour terminer, c'est que, bon, c'est vrai, vous avez Laurent Gbagbo qui intervient après avoir fait sa réclamation. Je crois que ça, ce sont vraiment des choses. S'il n'avait pas dit cela, c'est ça qui aurait été étonnant. Parce que depuis le début de cette histoire, il n'avait pas encore donné de la voix. Et sa voix était entendue dans tout ce qui avait été dit. Il y a eu des conférences de presse de son parti, il y a eu l'intervention du président de la CEI, il y a eu ces débats qui étaient dans le domaine public. Donc il manquait sa voix, et c'est sa voix qu'il a donnée. Mais moi, j'ai aimé cette ouverture en disant que le président Ouattara, le président Bédié et lui-même doivent tout faire, tout mettre en œuvre pour laisser une Côte d'Ivoire apaisée. Et je crois que c'est ça qui est l'essentiel, et c'est à cela que tout le monde va travailler. C'est pour cela que vous avez vu, au moment où l'on s'attendait à ce que les gens prennent la rue, après la décision de la radiation, c'est Laurent Gbagbo et son parti. Je crois qu'ils ont pris la meilleure décision de regarder les choses avec froideur, de regarder les choses vraiment avec circonspection et de proposer à leur parti d'y aller doucement, d'aller vers la solution négociée. Et je crois que cette solution négociée, elle aboutit. D'accord. Docteur Touré, juste je voudrais faire une précision par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure en parlant d'exclusion et des radiations. Il parle de deux choses à la fois. La radiation n'a rien à voir avec l'exclusion. La radiation est consécutive à une faute. Donc Laurent Gbagbo était sur la liste, donc frappé par une condamnation, il est radié de la liste. Alors que l'exclusion peut être d'un point de vue politique. Mais ici, on a une radiation qui est une exclusion temporaire. Non, ce n'est pas une exclusion autant. Bon, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il a été radié, mais il n'a pas été exclu de la liste. Parce que quand on exclut d'un match de football, on ne revient pas directement sur le terrain. Alors que ici, la radiation, vous avez la possibilité d'aller au contentieux et de présenter les preuves pour que vous soyez introduit. Réintroduit. Debailly ne peut pas me faire croire ici que c'est parce que le camp du PPACI a été imbibé de sagesse qu'il a demandé à ses militants de rester. Puisque moi, j'ai écouté plusieurs meetings des caciques de ce parti en train d'appeler comme dans tous les partis, à la violence, il y a tous les caciques, l'escalade. Il y a les faucons, il y a Madame Niabri, les colombes. Ce discours-là n'était pas un discours de colombe. Ça, il faut que ce soit clair. Mais je pense elle a parlé? Oui, bien sûr qu'elle était à un meeting où elle a parlé. Je l'ai vue en train d'accueillir des militants en train d'expliquer. Qui? Madame Niabri. Madame je l'ai entendu. C'est le nom de l'Union. Non, je l'ai entendu parler. Et ce discours qu'elle était en train de tenir, ce n'était pas un discours de conciliation ou un discours de paix. Moi, je pense qu'il faut que les leaders fassent preuve un peu plus d'humilité, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on veut faire capituler le pouvoir. Et je ne crois pas à cette solution. Je ne pense pas aussi aujourd'hui que le rapport de force soit en faveur du PPACI qui va faire capituler le régime et qui va l'intégrer en marchant sur tous les principes de base d'un État démocratique et d'un État constitutionnellement constitué. Donc je pense qu'il faut adopter plutôt une démarche de négociation pour trouver une solution de paix. Tout à l'heure, tu as dit, on négocie la nuit, mais quand on négocie la nuit dans ce genre de situation, on ne fait pas les invectives pendant la journée. Je pense qu'il faut faire preuve quand même de retenue pour que cette solution, pour que toutes les parties soient à l'aise, pour que le président Alassane Ouattara et son gouvernement qui sont en position de pouvoir soient à l'aise, soient dans les meilleures dispositions pour prendre une décision, je ne vais pas dire de mansuétude en faveur de Laurent Gbagbo. Donc je pense que c'est cette démarche-là qu'il faut suivre au lieu de s'enfermer dans une sorte d'orgueil qui sera sans lendemain. Peut-être pour terminer sur la question de Kalafé. Je crois que, bon, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à redire. On ne va pas refaire le débat. Comme le souhait est exprimé par tout le monde, qu'une solution soit trouvée. Je pense que ce soit à court terme ou à long terme par rapport à la perspective de 2025, je pense qu'on va s'en tenir à cela. On va sortir du pays. Allons aux États-Unis. Donald Trump inculpé par la justice fédérale. L'ancien président doit comparaître mardi devant un tribunal à Miami. Davis Oyo. Une énième procédure judiciaire contre Donald Trump. Les démêlés de l'ancien président américain avec la justice perdurent. Donald Trump est inculpé dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche.
L'ex-président américain est accusé d'avoir emporté des boîtes entières de documents, dont certains confidentiels, y compris ceux classés secret défense. Il lui est également reproché d'avoir refusé de les restituer en violation des lois fédérales. Il est également accusé de faux témoignages et de s'être entendu avec son assistant Walt Nauta pour dissimuler des documents réclamés par la police fédérale. L'ancien locataire de la Maison-Blanche est visé par 37 chefs d'accusation rendus publics par le procureur spécial fédéral Jack Smith. De son côté, Donald Trump clame son innocence et se présente comme une victime d'une machination orchestrée par ses adversaires démocrates. Alors, Sylvain Debaïf, peut-être qu'il fallait s'attendre, vous dites cela, ou bien vous pensez comme Donald Trump, c'est un acharnement contre sa personne? Donald Trump, on s'est habitué à ses discours fracassants hein, quand il est acculé. Et il qualifie même cette justice américaine-là de justice corrompue. Ouais, les mots sont assez forts, mais je pense que tout cela fait partie de cette ambiance préélectorale parce que on pourrait même se demander pour Donald Trump qu'est-ce qui lui arrive parce que c'est quand même assez curieux qu'un ex-chef d'État des États-Unis soit au centre d'affaires judiciaires d'une telle envergure. On parle de 37 chefs d'accusation. Il y a eu cette affaire, l'affaire du Capitole et tout ça, ça n'a même pas encore été, on n'a même pas encore démêlé tout ça, qu'arrive une autre affaire. On se demande bien si, pour finir, Donald Trump va y arriver, parce que ce qui est en vue, c'est d'abord la primaire chez les Républicains et ensuite l'élection présidentielle de 2024. Donc Donald Trump est quand même dans une course d'obstacles, et comme c'est un homme téméraire, je crois qu'il est à fond dans le combat et il faut espérer que ses avocats jouent aussi leur partition parce que le procureur est bien déterminé à le coincer comme dans les autres affaires et il n'y aura que Donald Trump pour faire triompher Donald Trump. Alors, il passe mardi, Dr Touré, devant le tribunal pour l'inculpation évidemment formelle. C'est une procédure qui commence, mais qui est quand même assez difficile pour Donald Trump. Oui, bon, il faut dire que Donald Trump nous a habitués à une communication incantatoire depuis sa prise de fonction jusqu'à son départ, au point qu'il a même oublié et qu'il est parti avec des documents classé top secret de l'État des États-Unis. Et Donald Trump nous a habitués également à glorifier ses actions, mais surtout à vilipender ses adversaires. On l'a vu après son accusation. Il a accusé déjà Joe Biden, qu'il ira chasser de la Maison-Blanche et que la justice est corrompue. C'est un discours de populiste. D'abord, il est la victime. Ensuite, le bouc émissaire, c'est Donald Trump. Et pour la première fois, je pense que ses partisans qui le soutiennent ont été pris un peu de panique. Mais cela ressemble très pour trait à une autre situation africaine, celle de Ousmane Sonko. Vous voyez, aujourd'hui, on a une forme d'africanisation de la politique américaine. Donald Trump, 37 chefs d'accusation contre un seul individu, un ancien président, s'est dit qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin. Mais, toujours est-il qu'il peut aller aux élections. Mais une fois qu'il sera élu, il peut lui-même s'auto-amnistier, puisque la Constitution lui donne le plein droit de pouvoir le faire. Et sinon, vraiment, Donald Trump ne ressemble qu'à Donald Trump. D'accord. Wakili. Je pense qu'on va voir ce que la procédure va donner. C'est vrai qu'il a fait un parallèle avec l'Afrique, mais la différence, c'est que peut-être les États-Unis, ce n'est pas le Gondwana, même si Trump pense qu'effectivement, il y a des pratiques gondwanaises. Bon, il était à la tête du pays déjà, il marquait sa différence. Donc, on va suivre comment ça va se passer, mais je pense que les obstacles se multiplient et le premier obstacle par rapport à tout ça sera que Trump
Trump puisse obtenir l'investiture du Parti républicain, ce qui n'est pas gagné. Ah, c'est pas gagné. Et si pas extraordinaire il obtenait cela, je ne pense pas qu'il puisse créer la grande surprise en battant le président sortant, le président actuel, Joe Biden, qui a dit qu'il va être candidat. Donc, pour moi, ça fait partie des obstacles. Il est résilient, il va se battre. Et je retiens que, certes, les pays ont besoin d'institutions fortes, comme a dit Obama, mais aussi les hommes forts permettent aux institutions de démontrer leur force. Des hommes forts dans les institutions et aussi des hommes forts en face des institutions contre les institutions. Et il y a une sorte d'interaction qui est utile, qui est nécessaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Afrique a besoin à la fois d'institutions fortes et d'hommes forts. Tout comme aux États-Unis, Trump est un homme fort en face d'institutions fortes, mais d'autres hommes forts qui sont des procureurs, qui sont des juges, qui sont des acteurs politiques, qui sont des leaders d'opinion dans les médias, qui prennent des positions et qui font connaître leurs opinions. Et c'est ça qui fait la vitalité de l'état des droits et de la vie démocratique dans un pays. Lansana Bakayoko, la justice américaine ne veut rien laisser passer concernant Donald Trump? Moi, je suis surpris que Donald Trump veuille discréditer la justice de son pays. Moi, je peux comprendre que la justice américaine soit manipulée envers des non-américains, mais entre américains, je doute fort que la justice américaine, qui est réputée très solide, qui est une institution extrêmement puissante aux États-Unis, puisse se laisser manipuler par le président Joe Biden. Donc je pense que Donald Trump est en train de faire du Donald Trump, c'est-à-dire il est spécialiste de la diversion, et donc je pense qu'il doit faire face à la justice. Mais moi, je vais toujours établir un parallèle avec l'Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire. Il faut que les chefs d'État comprennent, les anciens chefs d'État aussi comprennent qu'ils sont tout aussi justiciables que les citoyens ordinaires. Aujourd'hui, on a l'impression que dans nos pays, quand les gens ont occupé le devant de la scène, ils sont absous de la justice, des poursuites, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'Amérique vient de nous démontrer que même en ayant été l'homme le plus puissant du monde, on est toujours assujetti, on est toujours justiciable. Il faut que cette leçon-là, elle soit aussi transférée. Professeur, il faut que vous transférez cette leçon-là. Vous êtes enseignant, c'est pour ça que je fais le parallèle à nos pays. Savoir que oui, on peut avoir été le chef de l'exécutif et qu'on ne peut pas tout se permettre, qu'on peut être poursuivi. Donc ça, c'est la principale leçon que moi j'ai tirée. La seconde, c'est que la justice ne va que là où il y a un problème. La fois dernière, nous en parlions. Ousmane Sonko a beau dire qu'il y a un acharnement, mais il y a des faits qui existent. Et je disais, quand on est d'une telle envergure, on ne fait pas n'importe quoi. On n'est pas n'importe qui, donc on ne fait pas n'importe quoi. On doit être dans une république, une sorte de république exemplaire, et on doit faire preuve d'exemplarité dans la conduite des affaires publiques, dans la conduite des affaires de l'État. Donc, Donald Trump a peut-être, en attendant la décision des juges, est soupçonné d'avoir failli à sa fonction, et donc il est poursuivi. Il faut aussi que, dans nos pays, les gens comprennent que, même quand on a été au sommet, on doit être en situation aussi de faire face à la justice quand on est appelé par le procureur de la République. D'accord, c'est bien noté. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce temps d'antenne, parce que ce soir, c'est terminé. Merci Lansana Bakayoko, Alafé Wakili, Sylvain Debailly, Dr Amidou Touré. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI1. Tout de suite, le journal de 20h à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.